Bonjour, bonsoir à tous et donc bienvenue dans ce live où on va regarder le dernier rhinocéros d'Usul et Lumi. Procès médiatique en antisémitisme, peut-on encore défendre les insoumis? Et on sait tous et toutes que clairement ce live ça va être Usul qui défonce les insoumis et Lumi aussi bien évidemment. Une civilisation islamique qui n'a pas Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler du traitement médiatique des insoumis. On va même défendre les insoumis. Attends, tu veux dire les gentils insoumis? François Ruffin, Raquel Garrido, Manon Aubry à la limite? Non, les méchants insoumis. Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, Mathilde Panot, on va défendre les plus teigneux là. Bon, si t'es sûr de ton coup, parce qu'en ce moment c'est compliqué, hein. Ou alors on les défend mais sans parler de la Palestine. On va parler que de la Palestine. J'adore à quel point Usul, il est de plus en plus troll. Enfin, il a toujours été très troll, hein, même à l'époque du 36-15. Mais tu sens que, avec ouvrez les guillemets, petit à petit, il commençait à être de plus en plus taquin. Et que là, il reprend ses marques petit à petit avec cette nouvelle émission et tout. Et c'est vachement cool. Tu sens qu'ils prennent leurs marques avec Lumi et que là, ça y est, ils sont rodés dans leur duo, quoi. Bah écoute, j'étais ravie de faire cette émission avec toi, la fin d'une grande aventure. Adieu. Il faut le faire parce que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment très inquiétant. Depuis le 7 octobre, les positions et les déclarations des insoumis sont scrutées, critiquées et même très souvent déformées par une grande partie de l'éditocratie. Et ça, c'est... Mais même avant, en plus, moi, c'est ça qui me rend dingue avec le traitement des insoumis, c'est que, tu vois, le côté, vas-y, eux, ils sont caca, tout ça, bon, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire, hein, tout le monde le fait, avec tous les autres partis, je veux dire, tu verras pas Jean-Luc Mélenchon dire « Ok les gens, Macron, bon, c'est un capitaliste, mais ah bon, sur ça, c'est pas mal ». Tu vois, jamais il ferait ça, Mélenchon, évidemment. Comme Marine Le Pen, elle ne concédera rien à Mélenchon, etc. Ça, c'est normal. Le côté ne pas concéder trop de choses à ses adversaires politiques, c'est la base, c'est logique. Mais là, on est sur de l'acharnement, total avec les insoumis. Et je dis ça alors je suis pas un insoumis, attention, hein. J'ai voté Mélenchon. Il est pour moi celui qui se rapproche le plus de mes idées politiques avec une chance de gagner. C'est toujours très important de le rappeler, ça. Mais je suis pas un insoumis. Il y a des trucs chez Mélenchon chez le Mélenchon et chez les Insoumis, où je suis pas non plus fou de joie, tu vois. Il y a des critiques à faire sur les Insoumis, ça on est d'accord. Mais il y a une différence, je trouve, entre faire une critique sur les Insoumis et leur tenir des propos qu'ils n'ont pas. Ça s'est intensifié quand ils ont choisi de mettre dans leur liste aux européennes la juriste Rima Hassan. D'origine palestinienne, descendante de réfugiés de la Nakba, celle-ci assume sur la colonisation israélienne un point de vue intolérable pour les plateaux français. Et d'ailleurs, je vous conseille le Zawa Show, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu le best-of donc Dany Eraz. Le combo gagnant, tu sais, qui énerve certaines gauches molles et qui énerve la droite et extrême droite. Zawa Show, Usul, Insoumis. Vraiment, le combo gagnant. Mais vraiment, je vous conseille le Zawa Show. La partie avec Rima Hassan, j'ai pas vu le reste, mais c'était vraiment très intéressant. Et la meuf, il suffit de l'écouter 2 secondes quand on lui pose des questions pertinentes et surtout quand on la laisse s'exprimer pour voir que, vas-y, leur truc de oulala, islamiste mes couilles. N'importe quoi. Celle-ci assume sur la colonisation israélienne un point de vue intolérable pour les plateaux français. Les journalistes ne cessent de le rappeler. Son positionnement est clivant. Vous trouvez que c'est clivant de s'opposer au massacre des enfants et des femmes et des civils à Gaza? Vous trouvez que c'est clivant? Il y a eu en 4 mois plus d'enfants morts à Gaza que dans tous les pour aller au bout de ma question. Est-ce que vous pensez que c'est clivant en tant qu'humaniste de considérer que ça doit s'arrêter? Alors regardez, j'enlève le mot clivant. Bon, il a dit « j'enlève le mot clivant ». Oui, mais il avait commencé par ça. Et clivant, c'est comme ambigu. T'as rien besoin d'expliquer, juste tu dis « Oula, c'est clivant ». Ah mais ça, c'est un délire ce truc. Je suis grave d'accord avec eux, tu sais, ce côté... il est suspect. Pourquoi? Non, juste pour rien, mais c'est suspect. Ça me fait penser à cet épisode de Doctor Who où David Tennant, le 10e docteur, mais il y a un moment où Doctor Who, il dit à une meuf, ne me provoquez pas, à la première ministre, ne me provoquez pas, je peux vous faire tomber en une phrase. Et elle est en mode, ouais, c'est ça, ta gueule. Et lui, il va juste dire à un journaliste ou un truc comme ça, vous trouvez pas qu'elle a l'air fatiguée? Et juste sur cette phrase, juste sur une petite substitution de elle a l'air fatiguée, accumulation pour dire après, elle peut plus diriger, quoi. Et c'est grave ce genre de délire. Moi, ça me fait penser à ce genre de délire, c'est ce truc de c'est ambigu, c'est clivant, c'est communautariste, c'est machin. Tu sais, c'est des mots valises qui veulent
tout et rien dire, tu vois. Bon, nous aussi à gauche on en a ce genre de mots, hein. Attention, hein, aliénation, capitalisme, croissance folle, etc. Tu vois. Mais sauf que nous déjà il y a plus de sens derrière et il y a un propos qui est tenu derrière. C'est juste qu'on a des mots classiques pour mettre dans des cases parce que c'est plus simple. Mais eux c'est vraiment pas pour des raisons logiques en fait. Enfin c'est pas que c'est pas pour des raisons logiques, mais eux quand ils le disent c'est peut-être que. Alors que nous on dit pas peut-être que, non on dit c'est le capitalisme c'est de la merde. Eux ils disent peut-être que Mélenchon, il est... Attention. Dimanche dernier, il y avait une grande manif antiraciste à Paris. Et vous allez voir, il y a un autre mot qui est pratique. Écoutez bien. Donc voilà, vous le voyez, ce cortège sur les images de Benjamin Danan qui continue de descendre dans le 10e arrondissement pour rejoindre la place de la République. La place de la République où le rappeur controversé Medine donnera un concert. Controversé, attention, il a rien fait de mal, mais il est controversé, Medine. Oh là là. Vous avez vu, tout le reste de la phrase peut être normal, mais si t'as placé clivant, ambigu ou controversé, bon, le message est passé, on comprend. L'idée, c'est peut-être de se couvrir aussi. Les journalistes ne veulent pas prendre de risques ou être soupçonnés de complaisance. Bah ouais, si tout le monde dit qu'un tel ou un tel est controversé, clivant ou je sais pas quoi, c'est que c'est ce qu'il faut dire, quoi. On va pas prendre de risques, on va pas risquer notre poste pour un mot à la con. Mais ça c'est vrai aussi, faut bien avoir conscience qu'il y a plein de journalistes, j'en suis sûr, vraiment, qui sont de bonne foi, pas forcément les hauts gradés, hein, je parle pas de Léa Salamé, etc. Mais il y a plein de journalistes ou plein de personnes qui sûrement voudraient être plus objectifs ou voudraient mettre des termes plus neutres, etc. Mais, oh, putain, j'ai mis d'arrêt sur l'image, on dirait qu'Usul et Lumi, ils jugent ce que je dis, c'est en mode, vas-y, petit con, vas-y, dis. Mais moi, je suis sûr qu'il y a plein de journalistes de bonne foi, mais que malheureusement, d'où l'émission Rhinocéros en fait. La Frenette d'Overton, elle a tellement été poussée vers une extrême droitisation, vers un truc nauséabond, dégueulasse, que c'est fou parce que des trucs qui avant étaient normales devient provocation, devient ambigu, devient controversé. Là, je viens de revoir récemment le spectacle de Jamel Debbouze, 100% de Jamel. Jamel, il dirait ce qu'il disait dans ce spectacle là maintenant. Ouais, mais c'est sûr, il sera avec Medine, Kerry James et machin dans la type des problématiques, tu vois. Et Omar Sy, on le voit aujourd'hui, tu vois. Et c'est un délire à quel point des trucs qui devraient être banals ou qui devraient en tout cas être juste un point de vue devient controversé, ambigu, problématique et apologie du terrorisme limite, tu vois. On en est là. On vous a déjà parlé ici du traitement particulièrement biaisé dont fait l'objet en France le conflit israélo-palestinien. Des pressions dans les rédactions, de l'unanimisme de rigueur, des mots obligatoires et des mots interdits. Tout ça a d'ailleurs très bien été développé depuis dans le premier numéro du 4e pouvoir, toujours sur Blast, en partenariat avec Acrimed. Bon quand t'es un journaliste et que sur ton plateau t'as un insoumis qui parle de colonisation, de risque de génocide ou même, encore pire, de cessez-le-feu, qu'est-ce que tu fais? Tu attaques? Et jusque-là, j'ai envie de dire, bon, c'est le jeu, hein, vous connaissez, ça fait quand même longtemps que ça dure, ça fait 15 ans à peu près que, bah oui, les journalistes, ils défendent l'ordre établi, et en face, t'as Mélenchon, il fait, vous êtes la deuxième pôle du système, madame Saint-Cric, et puis bon, tout le monde rentre chez soi, et à la semaine prochaine, et puis on passe à autre chose. Et oui. Oui, totalement. Et je pense que d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle il y a des gens qui, même s'ils sont pas forcément d'accord avec tout Mélenchon, ils se sont mis derrière lui parce qu'ils ont vu en lui une vraie voix qui va contre le système sans aller dans l'extrême droite et sans aller dans le complotisme en fait. C'est que Mélenchon, il a toujours eu ce truc, en tout cas depuis qu'il a quitté le PS, ce truc d'insoumis. Et là je parle pas du parti politique, je parle vraiment de ce truc de je ne suis pas soumis au système, je ne suis pas soumis à vos dictats, à votre doxa, je vais dire ce que je pense et je vais le dire comme j'ai envie et vous allez rien faire. Et c'est clairement ça, et ça lui a valu des problèmes, comme ça lui a valu un électorat. Et je repense à ce que disait Dany à l'époque des présidentielles. Dany il disait, moi des fois le vieux, je me dis est-ce qu'il va pas nous la mettre à l'envers et tout, comme tout le monde machin. Et l'un des trucs qui le rassure, c'est de voir l'acharnement médiatique contre Mélenchon. Genre si l'intelligentsia, les médias et beaucoup de politiques sont autant contre les insoumis et contre Mélenchon, c'est rassurant d'une certaine manière quand t'es de gauche parce que tu te dis que ça veut dire que ouais le mec il veut vraiment faire un minimum ce qu'il dit qu'il veut faire, tu vois. Que si c'était PS-like, il servirait la soupe comme les autres et puis voilà. Sauf que là le contexte est quand même assez particulier. Toute la gauche radicale, toute celle en tout cas qui entend continuer à dénoncer les crimes de guerre et les massacres de civils de l'État israélien, toute cette gauche-là est en train de subir une répression particulièrement zélée.
Vous ajoutez à ça un harcèlement judiciaire avec le prétexte de l'apologie du terrorisme et un acharnement médiatique et politique qui a conduit à faire annuler des conférences sous des motifs divers, risque de troubles à l'ordre public par exemple. Notez que les manifestations de soutien à la Palestine avaient pendant des semaines été interdites pour le même motif, sans que ça n'indigne personne. Et d'ailleurs, là récemment, il y a l'État qui veut mettre un procès à Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a fait une comparaison, tu vois. Moi, ça me rend dingue parce que, ok, la comparaison, elle était peut-être pas pertinente, ok, vas-y, le gars, bon, d'accord, il a mis de l'huile sur le feu, tout ça, mais franchement, ce qu'il a dit, c'est juste une comparaison à la con, quoi, et quand tu vois que l'extrême droite peut dire des dingueries sur CNews ou même sur des plateaux des services publics, vous vous rendez compte ? Nous sommes sur service public. Quelle indignité. Tu vois, genre l'extrême droite peut dire de la merde sur le service public, la droite ou même la Macronie peut dire des dingueries racistes, sexistes, que tu veux. Tranquille. Par contre, Mélenchon, il fait une comparaison. Une comparaison, en plus, il traite pas le maire de Lille de nazi dans sa comparaison. Il le renvoie à la phrase du mec pendant son procès, le nazi pendant son procès, qui disait... non mais c'est pas ma faute, moi j'ai fait que suivre les règles, tu vois. Il le renvoie à ça. C'est tout ce qu'il a fait, tu vois. Et on le fait chier. Et là, on a l'impression que les annulations de meetings, les convocations par la police de candidats insoumis pendant la campagne, pareil, ça choque personne, en tout cas chez France Info. Je crois qu'il y a une volonté du pouvoir en place aujourd'hui de criminaliser les oppositions. Il y a une volonté de faire taire. Non, pas criminaliser les oppositions, de criminaliser les insoumis, de criminaliser une gauche un minimum radicale, ou en tout cas une gauche pas SOSDEM, parce que criminaliser le RN et tout, ils le font, mais seulement aux approches des élections, tu vois. Dès qu'il y a une échéance d'élection, là on criminalise le RN, Zemmour et compagnie. Par contre, avant ça, c'est bien pratique de les laisser faire ce qu'ils veulent, parce que du coup, on peut prendre leur voix, on peut grignoter des trucs, et après, on les fait monter le RN, et une fois qu'ils sont trop gros, pendant les élections présidentielles ou compagnie, ils sont en mode « Attention, le RN va passer, vite, barrage républicain, vite, votez Macron !» Bah, ouais, c'est pas toutes les oppositions, bizarrement, qui sont mis au même panier, tu vois. Bizarrement, il y en a, on va les faire chier plus que d'autres. Ceux qui défendent C'est que c'est très grave ce que vous dites là ce matin. Oui, ce qui est très grave, c'est ce qui se passe. Ce qui est très grave, c'est ce qui se passe. Oui, j'assume de dire que c'est très très grave ce qu'il se passe. Salia Braclia lui dit que c'est très grave là ce qu'il vient de dire. C'est très grave de dire qu'on criminalise la gauche. Plus grave que de le faire, apparemment. Non, parce que là, c'est concret. Il y a des convocations, il y a des annulations de rencontres publiques. La manif antiraciste dont vous avez vu des images un peu plus tôt, pareil, elle avait été annulée. Puis après, l'annulation a été annulée. On veut annuler des manifs antiracisme. C'est quoi ce délire ? Oh mon dieu, non, ils sont antiracistes, ils ont pas le droit de manifester, quoi. Moi, ce qui me rend dingue, en fait, c'est surtout que à côté de ça, par contre, le RN qui va à une manif contre l'antisémitisme, ça choque personne. Ça ne choque personne, alors que ce parti, on se rappelle, a été fondé par des putains de nazis. Et ils vont à une marche contre l'antisémitisme, et eux, on les acclame pour y aller. Par contre, quand c'est les insoumis ou la gauche radicale qui demandent juste un cessez-le-feu et qui demandent juste la paix, et faire en sorte qu'on massacre pas un peuple, là, par contre, pour leur interdire de manifester, c'est l'apologie du terrorisme. On est où, là ? Peut-être que ces procédures sont abusives. Par exemple, ce bon vieux Guillaume Meurice, là, il vient d'être relaxé. Lui, on l'avait accusé de provocation à la violence et à la haine antisémite et injure publique à caractère antisémite suite à une blague sur la teub à Netanyahou. La plainte avait été déposée entre autres par l'Organisation juive européenne qui se vante d'avoir déposé un certain nombre de plaintes contre un certain nombre de pro-palestiniens en France. Cette organisation s'est par exemple félicitée de la convocation de Rima Hassan par la police. Non mais pareil, le truc de Guillaume Meurice, c'était n'importe quoi. La blague, on la trouve drôle ou pas. Moi perso, je l'ai pas trouvé si drôle que ça, la blague de Guillaume Meurice. Mais c'est une blague. C'est une blague et c'est juste pour montrer l'ironie du fait que le gars, il est juif et il se comporte comme les nazis se sont comportés avec les juifs, avec les Palestiniens. C'est ça le truc, c'est juste ça. C'est juste dire, c'est quand même ironique que le gars dont le peuple a été massacré par les nazis fait la même chose à un autre peuple. C'est tout. C'est juste ça la blague. Cette organisation s'est par exemple félicitée de la convocation de Rima Hassan par la police. Bon là pour les journalistes, il y a plein d'angles. Qu'est-ce que c'est que cette organisation ? Quelles sont les conséquences pour les personnes qui sont ainsi accusées d'antisémitisme ? Ou même, est-ce que vraiment c'est de l'antisémitisme ? Est-ce qu'il y a apologie du terrorisme ? Est-ce qu'on peut commencer à parler de procédures abusives ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette judiciarisation du débat public ? Est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la justice ? Bon, ça c'est plein de questions qu'on leur propose comme ça, mais c'est pas celle-là en général qu'ils ont posées.
On doit pouvoir dénoncer les actions inacceptables de l'armée israélienne à Gaza sans être poursuivi par la police ou par la justice. Pour que les auditeurs, les téléspectateurs puissent comprendre, parmi les déclarations qui sont reprochées à Rima Hassan, elle a déclaré donc aux médias en ligne Le Crayon, elle avait répondu vrai à l'affirmation « Le Hamas mène-t-il une action légitime ?» Elle a répondu vrai. Bah oui, le Hamas mène une action légitime en soi. Après, la façon dont il la mène, c'est autre chose. Ça, on peut en débattre. Hein. Est-ce que la violence est-elle justifiée quand, en face, ils sont encore plus violents? C'est des concepts philosophiques que personne n'a réussi à régler depuis la nuit des temps. Mais si jamais le Hamas, c'est pas justifié, c'est horrible et tout, et ça on est d'accord, c'est horrible ce qu'ils ont fait le Hamas, ça on est totalement d'accord. Mais si le Hamas, ils ont pas droit, dans ce cas-là, que dire de la Révolution française? Parce qu'il y a eu plein de morts. C'est pas pour rien que ça a été appelé la terreur juste après la Révolution française, tu vois. Et la résistance. Quand les Allemands ils sont venus en France, ils ont fait le gouvernement de Vichy et tout, quand il y a eu des résistants, bizarrement on les appelait résistants, on les appelait pas terroristes, alors que c'est le même genre de délire, tu vois. C'est quasi le même genre de délire, dans le sens où les résistants ils restaient en France, alors que le Hamas, eux, ils sont allés en Israël. Mais d'un côté, non, c'est la même chose en fait, je suis en train de me rendre compte, parce que Israël, c'était la Palestine à la base. Donc en fait, c'est logique. C'est juste logique. En plus, le pire, ce qui est terrible là-dedans, c'est que si jamais on avait fait en sorte que la Palestine, elle ait son état à elle, indépendant et tout machin, et qu'il y a vraiment un truc à 2 états, ou un état pour tout le monde, et vas-y, on est tous copains, et que l'ONU, et que les Nations Unies, tout ce que tu veux, ils aient fait en sorte que ça se passe bien dès le début, peut-être qu'on n'aura pas eu le Hamas. Les raisons sont légitimes. Après, l'action en elle-même, on peut en discuter. Moi, perso, je suis pas pour tuer des gens dans tous les cas, mais les raisons, on peut les comprendre. Si on s'arrête là, en effet, on se dit quoi? On se dit que Rima Hassan a dit que le 7 octobre, c'était bien légitime, que les méthodes terroristes, là, pareil, du Hamas, c'était légitime. Or, elle n'a pas dit ça. Mais on s'arrête à légitime. La chaîne Le Crayon a coupé tout son raisonnement. Donc pour elle, Rima Hassan a dit « Le Hamas est légitime, le Hamas c'est le 7 octobre, donc tout ça c'est de l'apologie du terrorisme. » Manuel Bompard, démerde-toi avec ça. Or là, elle parle en l'occurrence en faisant référence à 2 résolutions de l'Organisation des Nations Unies, 2 résolutions de l'ONU, qui reconnaissent de manière générale la légitimité des groupes palestiniens dans la lutte pour l'autodétermination du peuple palestinien. Mais bien évidemment qu'elle ne parle pas des actions commises par le Hamas le 7 octobre, bien évidemment, et d'ailleurs elle les a condamnées. Moi je trouve, en plus, quand ils pensent, imaginons que Rima Hassan, Mélenchon, qui tu veux, ils sont pour le massacre du 7 octobre, imaginons, qui est faux, hein, ils se sont tous désolidarisés, ils ont dit que c'était pas bien, ils appellent à la paix, tout ça. Mais imaginons qu'ils soient vraiment pour les actions du 7 octobre. Vous croyez vraiment qu'ils sont assez cons pour le dire factuellement, en mode oui, moi je suis pour la mort, je suis pour qu'on tue des gens, oui bien sûr. Évidemment qu'ils sont pas assez cons pour le faire. Tu peux dire ce que tu veux sur Mélenchon, Rima Hassan ou Manuel Bompard, hein, mais c'est pas des débiles. Ils vont pas dire d'eux-mêmes oui on est pour. Surtout que c'est pas le cas en plus. Bien évidemment, et d'ailleurs elle les a condamnés. Bah oui, mais sur la chaîne du Crayon, là, dans l'interview en un mot, elle a dit que le Hamas était légitime, donc à partir de là, c'est foutu en fait. C'est-à-dire que même Manuel Bompard, là, il arrive derrière, t'as l'impression qu'il est en train de bricoler des excuses pour sa candidate, mais que, je suis désolé, on n'y croit pas. Sauf que Rima Hassan, c'est pas la première fois qu'elle s'exprime sur le sujet. Et si on veut essayer de comprendre ce qu'elle dit, il suffit de l'écouter. Ouais, l'écouter, ça a l'air un peu dur hein, pour eux, putain, parce que j'ai envie de dire que ce soit Rima Hassan, Mélenchon ou d'autres, on aime bien reprendre une petite phrase sortie du concept, hein, du contexte, hein, on se rappelle le bruit et la fureur, et vas-y, on fait passer les gens pour des fous juste pour ça. Sadia Braclia aurait pu aller voir, par exemple, cette vidéo du média qui date du 1er février, 2 mois avant l'interview de Bompard, où elle revient très clairement, en juriste, sur cette histoire de légitimité. Le Hamas, ce n'est pas qu'un groupe armé, il y a plusieurs branches dans le Hamas. Donc quand on dit la légitimité, si vous voulez, il y a 1000 choses à développer. Le Hamas est là depuis des dizaines d'années, il a été élu. L'existence même d'un groupe en tant que tel qui serait armé ou d'un groupe politique qui serait dans une logique de lutte armée est consacrée par le droit international. Néanmoins, la manière dont il va opérer, ça tombe sous le coup des lois internationales. Et c'est exactement ce que je dis dans l'interview qui dure 1h30, où je dis que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre peut être caractérisé de différentes manières, puisque ce sont des actions qui tombent sous le coup des lois internationales, en crime de guerre, en crime contre l'humanité
et en attaque terroriste. Non mais c'est trop compliqué ça, c'est trop compliqué. Disons juste que Rima Hassan, elle fait l'apologie du terrorisme, c'est plus simple. Et puis surtout, elle le dit en plus, elle. Le Hamas a été élu. Pourquoi ils ont été élus? Faut se poser la question du pourquoi. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles les gens sont prêts à voter pour le Hamas, tu vois. Peut-être que pendant des dizaines, des vingtaines d'années, voilà, la colonisation, tout ça, peut-être que ça a fait que les gens sont devenus un chouïa plus radicaux. Bon là c'est déjà beaucoup plus clair, non? C'est déjà beaucoup plus clair que les explications de Bompard. Vous là, ça vous a pris 1 minute de votre temps. Pourquoi la journaliste de France Info, dont c'est le boulot, n'a pas pris ce temps? Bah voilà, elle s'est contentée de reprendre le petit extrait tronqué, elle a pas travaillé, et elle a présenté ça pour dire, apologie du terrorisme, elle a quand même dit ça, elle a quand même dit Hamas légitime. Mais en fait, on est où là? Nous, on est un peu exigeants, hein, vous savez, avec le service public. C'est parce que oui, normalement, ici, on n'est pas sur CNews, on travaille pas comme ça. Non mais moi je suis d'accord avec Usul en vrai, c'est quand même impressionnant de se dire que c'est le service public qui fait ça. C'est le service public qui pose ce genre de questions, c'est le service public qui ne fait pas ce travail journalistique qu'il devrait faire. Alors, on peut se poser la question de, est-ce qu'ils ne veulent pas le faire, ce travail journalistique? Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire? Ça se trouve, ils peuvent pas, hein, pieds et poings liés par une hiérarchie qui leur dit doucement là, hein. On va pas aller contre le gouvernement, surtout que maintenant il n'y a plus la redevance télé, donc les subventions c'est que eux. Et ça se trouve ils peuvent pas faire aussi à cause de temps, ou alors, en fait la fenêtre de Burton rhinocérossante, elle est tellement partie loin que du coup, c'est devenu normal de penser comme ça, de pas réfléchir et de juste aller sur le premier truc venu. Je sais pas c'est lequel des trois, sûrement un peu de tout en même temps, mais ça fait flipper parce que c'est le service public, on n'est pas sur CNews, on n'est pas sur BFM, c'est censé être le service public, donc quelque chose de objectif. Je mets des gros guillemets parce que rien n'est objectif dans la vie, personne, rien ni personne, celui qui vous dira qu'il est objectif, il est soit naïf, soit un menteur, mais c'est le service public. Et ça c'est flippant. Parce que si on se met à rien foutre, à pas bosser les sujets, à juste tomber dans l'accusation facile, à ce moment-là, oui, qu'est-ce qui différencie un plateau de France Info d'un plateau de CNews? Je pose la question. C'est-à-dire que... Regardez bien Lumi là, ça se voit, elle a envie de rigoler. Un plateau de France Info d'un plateau de CNews. Je pose la question. C'est-à-dire que quand Rima Hassan dit que c'est légitime le Hamas, je trouve que c'est pire effectivement que d'avoir acheté un costume... Mais elle a vraiment dit que c'était légitime. Oui, si on lui pose critiquons. Mais non, mais pardon, je voudrais juste... Ça s'appelle apologie du terrorisme. Mais bon, Pascal Praud, c'est Pascal Praud, on n'attendait rien. Oui, mais sur France Inter, la matinale la plus écoutée de France, comment elle a été reçue, Rima Hassan? Est-ce qu'elle a taffé Sonia De Villers? Ou est-ce qu'elle va se contenter d'accusations d'antisémitisme et d'apologie du terrorisme qu'elle va maquiller en question? Oh, on se pose la question. Attends, c'est le service public, c'est France Inter, c'est sérieux quand même. Ils vont être objectifs, hein. On voit comment ils ont traité Vanhoenacker, Guillaume Meurice et Walidia, tout ça, hein. Elle va lui demander de s'expliquer sur un slogan. De la mer au Jourdain. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça veut dire l'éradication totale d'Israël? Voire le massacre des Juifs? Ce à quoi Rima Hassan va répondre: j'ai déjà répondu, tout ce que je dis, il suffit d'aller l'écouter. C'est dans plein d'interviews que j'ai faites. Mais c'est la première fois que vous venez sur France Bien Inter. Bien sûr, mais c'est important. Oui, bien sûr, et c'est important pour les gens qui nous écoutent de leur dire que tout ceci est accessible, c'est-à-dire qu'ils peuvent même le lire dans les entretiens que j'ai fait en presse écrite. Le prisme qui est les miens, j'en ai déjà parlé, j'ai travaillé sur l'apartheid depuis 2015. Une égalité de droit, mais qui efface l'État d'Israël. Non, jamais, non, et je l'ai dit même dans Libération, dans Mediapart, que c'est absolument pas une logique anti-israélienne, et d'ailleurs même je trouve assez incroyable d'être attaqué pour in fine une revendication politique qui consiste à dire que je veux une cohabitation totale. Oh mon dieu, mais quelle extrémiste, elle veut une cohabitation entre les peuples, mais vraiment l'apologie du terrorisme. Non mais c'est un délire. Et putain, n'empêche force à elle, hein, parce que waouh, elle s'en prend plein la gueule alors que la meuf elle veut juste la paix quoi. Parce que moi mon idéal, ce n'est pas d'avoir des frontières entre les Israéliens et les Palestiniens, ce n'est pas d'avoir une logique démographique de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens pour ce qu'ils sont, c'est une cohabitation totale. Vous avez entendu la position assez claire de Rima Hassan, vous avez peut-être entendu la remarque de Sonia De Villers, non mais on veut savoir à qui on a affaire. Comment elle parle? On est où là? Elle est direct dans la suspicion en fait. Elle est une insoumise, elle est pro-Palestine, on sait pas, on veut savoir. Est-ce que c'est le rôle de France Inter de relayer des accusations sans les avoir vérifiées? Et moi, un truc qui me rend dingue aussi, c'est que tu sois contre la Palestine, contre Israël, tout ça, on s'en fout, c'est pas le souci. Enfin, dans ce que je vais dire là tout de suite. Moi, ce qui m'énerve, c'est que
quand on est pro-palestinien, on va s'en prendre plein la gueule, ça va être en mode apologie du terrorisme, vous défendez des gens qui tuent des innocents, nanana, tout ça. Par contre, les gens pro-israéliens assumés, on s'en fout, on leur lâche la grappe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... et vous faites l'apologie de meurtres d'enfants, de civils, etc. Et moi, ça, c'est un truc qui m'énerve. Est-ce que c'est le rôle de France Inter de relayer des accusations sans les avoir vérifiées? Et est-ce que c'est le rôle de France Inter d'inviter des gens sans savoir ce qu'ils vont dire? Vous imaginez si Rima Hassan était vraiment antisémite? Qu'elle disait vraiment des choses horribles, genre point de détail, etc. Non mais ça aurait été complètement irresponsable juste de l'avoir invitée déjà. Peu importe ce qu'elle dit, Rima Hassan a été désignée comme une ennemie, comme une personne à abattre. Tous les grands médias s'accordent là-dessus. Elle est devenue un symbole, elle est devenue une menace contre le discours colonial dominant, une menace d'autant plus dangereuse qu'elle commence à être très écoutée. Et pour l'attaquer, l'argument de l'antisémitisme est martelé. Peu importe qu'elle ait condamné le meurtre des civils israéliens, soutenir la cause palestinienne, c'est déjà franchir une limite. Peu importe ce qu'elle dit de toute façon, son tropisme pro-Palestine sous-entend nécessairement une haine des Juifs. Un truc qui me rend triste et un peu décourageant avec tout ça, c'est que nous, on le voit en fait, le fait que c'est grossier leur objectif de diabolisation de Rima Hassan, Mélenchon, les Insoumis et tout ça. On le voit, parce que on regarde pas que la télé, on regarde pas que la radio, tout ça, on regarde pas que les médias traditionnels. Donc on voit bien les coutures, les ficelles, le fait qu'ils utilisent des hommes de paille et tout. On le voit tout ça, mais ce qui est chiant en fait, c'est qu'il y a tellement de gens qui se renseignent que avec les médias traditionnels que fatalement, si jamais tu martèles que ça comme élément de langage, eh ben les gens ils vont finir par y croire. C'est normal, et c'est pas parce que c'est des connards ou c'est pas parce qu'ils sont cons les gens. C'est juste que si tu leur répètes la même chose tout le temps en permanence, et si tu as que ça comme point de vue, eh ben fatalement ils vont finir par croire que ça. C'est logique. Et c'est ça qui est casse-couille, et c'est pour ça qu'on a un devoir sur internet, dans les médias indépendants, non traditionnels, de partager un autre point de vue. Alors sur quel fait précisément est-ce que je me suis basé pour affirmer que Rima Hassan avait la haine des Juifs chevillée au corps? Il y a de multiples exemples. J'en ai pris quelques-uns. Quand on lui pose au mois de novembre dernier la question « L'action du Hamas est-elle légitime ?», elle répond oui. Oui, c'est vrai, l'action du Hamas est légitime. Elle légitime donc le pogrom du 7 octobre dernier. On vient de voir que non, mais de toute façon, lui non plus, il a pas écouté. Ou alors il fait semblant de pas comprendre, ou pas, je sais pas, peu importe, on s'en fout. De toute façon, le résultat est le même. Elle trouve une justification à ce pogrom. Si là, on n'est pas dans l'antisémitisme, alors où est-on? Je pose la question. Tu prends un petit truc, tu le déformes, et si c'est répété partout, c'est que ça doit être vrai. Donc le slogan de la mer au Jourdain, ça doit vouloir dire éradiquer Israël purement et simplement. Et hop, Ouais, c'est exactement ce que je disais. C'est répété partout, on finit par y croire. hop, tu peux dire sur tous les plateaux que donc de la mer au Jourdain, ça veut dire la destruction d'Israël, donc ça veut dire que Rima Hassan est antisémite. Et maintenant, démerdez-vous avec ça, les insoumis. Alors, c'est quoi cette candidate antisémite là? Rima Hassan aurait fait un tweet sur la destruction de l'État d'Israël. Lequel? Il n'y en a aucun. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi comme ça sur les gens, il ne faut pas salir les gens comme ça. Rima Hassan a toujours dit les choses très claires. Elle a dit, moi, mon idéal, c'est un État binational, c'est-à-dire une cohabitation Elle n'a complète jamais été un entre peu les ambiguë populations sur ça. israéliennes. Elle va sûrement dire la même chose, le mi, mais c'est pas grave. Elle a jamais été ambiguë, mais vas-y. Mais c'est un délire, ça. Macron, il est plus qu'ambigu et il est plus que bipolaire dans ses déclarations. En mode, vas-y, on soutient Israël à la vie, à la mort. Et après, quand on voit que ça commence à devenir vraiment très chaud en termes de morts du côté de la Palestine et en termes de massacre, et que là c'est plus de la défense ce qu'ils font Israël, mais genre ils étaient bien contents d'avoir une excuse pour en foutre plein la gueule à la Palestine. Et quand Macron il voit qu'au bout d'un moment là ça devient chaud pour la Palestine, il dit non mais on va envoyer des médicaments et de la bouffe, vous avez vu. Sauf qu'il continue à faire ses accords avec Israël à côté, tu vois. Ça par contre il n'y a pas de problème. Par contre Rima Hassan elle est juste ambiguë. Alors là tout de suite faut se poser Mickey. Non mais Macron c'est l'opportunisme incarné, exactement Degenay. Macron c'est l'opportunisme incarné, mais c'est ça le truc, c'est que pour moi il est même pas spécialement raciste ce mec, il est même pas spécialement rien du tout en fait, c'est juste qu'il suit le courant. Je veux dire, il aurait été élu en 95, mais il serait progressiste de ouf ce gars, c'est sûr, enfin progressiste de ouf, pour un mec comme lui, on s'entend, il serait progressiste à la Jospin, tu vois, il serait progressiste, tu vois, ce sera encore le Macron de 2016-2017 si jamais c'était le temps de faire ça, sauf que là non, c'est le racisme qui a le vent en poupe, donc il devient raciste. Mais ce mec il a aucune valeur, aucune. Et ça c'est un truc que on peut reprocher 1000 choses à l'extrême droite, mais l'une des choses qu'on peut pas leur reprocher à certains, pas à tous évidemment, mais à certains,
c'est qu'au moins ils restent dans leurs valeurs. Des valeurs de merde, hein, attention, des valeurs qui sont à l'opposé des miennes, mais au moins ils ont leurs valeurs. Contrairement à Macron qui lui n'a aucune valeur, il a aucune race. C'est un État binational, c'est-à-dire une cohabitation. Elle a jamais été un peu ambiguë sur ça. Elle a jamais été un peu ambiguë. Vous voyez, quand ils disent ambigu, c'est qu'il n'y a rien de concret derrière. Hein. Oh, c'est ambigu. Ouais, bah fais gaffe, parce que là, tu commences à devenir clivante à force d'être controversé. Hein? Parce que dire que c'est ambigu d'utiliser le terme ambigu, je trouve ça un peu ambigu aussi. C'est ambigu ce qu'il dit là, Jules. Mais je pense que Viktorovitch, là, il doit se ronger le frein en mode... Mais putain, c'est quoi ces éléments de langage de merde? Mais il doit péter un câble, Clément Viktorovitch. D'ailleurs, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Clément Viktorovitch et ses lives. C'est très intéressant. Mais attention, il y a mieux que de demander à Bompard de justifier des positions qu'on n'a pas comprises mais qu'on trouve ambiguës. On peut aussi lui demander des comptes sur des positions que personne n'a jamais soutenues. Écoutez ça. Là, on lui dit que les insoumis veulent l'éradication de l'État d'Israël. Bon, peut-être pas Rima Hassan, peut-être pas vous, Manuel Bompard. Mais il doit bien y en avoir si on cherche un peu. Dites pas des choses fausses, s'il vous plaît. Je ne vous dis pas que toute la France insoumise... Mais non, mais personne à la France insoumise ne dit ça. Si, donc, des ne gens dites à pas la ça. France insoumise. Mais non. Si, des gens. Moi, j'ai vu 3 pélos pendant une conférence insoumise qui ont dit qu'ils étaient pour l'éradication d'Israël. Donc si ces 3 pélos, ils ont dit ça, c'est qu'il y en a plein dans la France insoumise qui veulent l'éradication d'Israël. Vous voyez, ce truc, c'est ridicule, en plus d'être de mauvaise foi. C'est ça, en fait, qui est d'autant plus énervant, c'est que c'est même plus de la bêtise et du manque de taf, là. C'est juste de la malhonnêteté intellectuelle. Joue avec l'ambiguïté. Mais regardez sur les réseaux sociaux, tous les gens qui ont le symbole de la tortue, tous les gens qui ont les symboles sur les comptes. Mais aucun ne défend l'éradication de l'État d'Israël, monsieur. Aucun ne défend cette position. Vous attribuez à la France insoumise des positions que personne d'entre nous n'a jamais défendues. Mais même à quelques militants que ce soit de la France insoumise. Et puis oui, c'est vrai que les gens sur Twitter, s'ils ont une petite tortue à côté de leur pseudo, c'est que fatalement c'est des militants LFI et que fatalement ce qu'ils disent sur Twitter c'est forcément vrai déjà. Déjà j'ai jamais vu personne vouloir détruire l'État d'Israël sur Twitter. Vous me dites, vous, si vous avez déjà vu, mais moi non. Et même, moi aussi je peux le faire. Hein. Vas-y, je vais me créer un compte Twitter, je vais mettre une image de croisée en PP, je vais mettre un petit drapeau français à côté de mon pseudo, et je vais dire les pires conneries. C'est facile à faire, hein. Et pourtant je suis pas militant RN ou Reconquête. Hein. Donc c'est vrai que c'est une source en béton armé Twitter. Hein. Vraiment, ah putain, il a bossé le gars. Hein. Est-ce qu'on va demander des comptes à Jordan Bardella sur ce que peuvent dire les militants RN sur les réseaux sociaux? Mais oui, putain, les militants RN, ils disent des dingueries de ouf et 1000 fois pire que les insoumis, hein, parce que nous, à la rigueur, les gauchistes, on peut dire des dingueries sur Twitter, même si souvent c'est de la blague, hein, quand on parle de guillotine ou trucs comme ça, tu vois, c'est plus pour blaguer et pour la catharsis du bordel. Mais la plupart ne souhaitent pas la mort des gens, la mort politique, à la rigueur, la redistribution des richesses, ce genre de trucs, mais on souhaite pas vraiment la mort des gens la plupart du temps. Mais eux, ils sont sérieux par contre pour beaucoup. Nous, ça se voit que c'est des blagues, c'est des mèmes et tout. Eux, c'est des phrases sérieuses et concrètes. Et pourtant, on va pas les faire chier. Alors qu'il y a 1000 fois plus d'exemples de violence, qu'elle soit symbolique ou réelle, du côté de l'extrême droite que du côté de l'extrême gauche. Parce qu'apparemment, Crary, la France insoumise, c'est extrême gauche. Alors que putain, c'est la gauche, quoi. C'est pas l'extrême gauche. Non, là, l'urgence, c'est de détecter l'antisémitisme des insoumis. Mais oui, même s'ils disent rien d'antisémite, au fond, ils doivent l'être quand même. Et c'est particulièrement vrai pour Rima Hassan. Elle a l'air antisémite. Je lui demande, est-ce que vous êtes pour 2 États? Il dit non. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on tue les Israéliens? Pardonnez-moi, c'est... Putain, mais qu'il est con. Mais qu'il est con, mais Pascal Pro. Faudrait un de ces quatre qu'on fasse une tier list des présentateurs les plus insupportables. Mais lui, il serait facilement en A, voire en S. Hein. Ah bah oui, Pascal Pro, c'est une lourdeur ce mec. Mais vraiment, c'est l'un des pires pour moi, Pascal Pro, parce que il a ce vernis intelligent. Je parle pour les auditeurs de CNews, tu vois. Au moins, Hanouna, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est con. Et que ça se voit, que son émission elle est conne. Alors que Pascal Pro, c'est là où c'est dangereux, je trouve, c'est que ce mec a un vernis de sérieux, tu vois. Et qu'il y a des gens qui peuvent vraiment croire à ces conneries. Alors que pourtant, ça se voit qu'il s'y connaît pas, que c'est un délire. C'est un délire. Ouais, LFI, c'est une gauche très standard, même Poutou, il est plus proche de l'extrême à côté. Bah Poutou, ouais, là, c'est l'extrême gauche, un minimum, NPA, tu vois, genre, on est sur l'extrême gauche, pour le coup. Après, on n'est pas sur l'extrême gauche la plus extrême, mais ouais, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que LFI, ça devrait être la gauche normale. La gauche normale, pas la gauche extrême, pas la gauche molle, ça devrait être la gauche normale. Et non, on les fait passer pour des putains de gauche radicale. Putain, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays, putain. Dans les années 80, vas-y, c'était être de gauche normale d'avoir ce genre de position. Et maintenant, on est en mode ah mon dieu, il veut une meilleure répartition des richesses, brûlez-le, c'est radical. Elle peut être pour un seul État, où Israéliens et Palestiniens vivraient côte à côte.
Oui, c'est impossible. Vous imaginez bien que c'est pas ce qu'elle pense. Alors là, vous défaussez beaucoup, monsieur Aliou. C'est une arabe. Et Pascal Praud, il sait comment ils pensent, les arabes. Ils veulent forcément tuer tous les juifs. Enfin, même s'ils le disent pas, même s'ils disent le contraire. Vous avez aimé les islamo-gauchistes gangrènent l'université, vous allez adorer les islamo-antisémites insoumis qui présentent une candidate d'origine palestinienne aux européennes. Les insoumis ont l'habitude d'encaisser ce genre d'accusations, mais vous venez de le voir, ces temps-ci c'est partout, tout le temps, c'est dit sur le ton de l'évidence, et inutile de nier ou de se défendre. Ils sont d'ores et déjà condamnés. On est chez Kafka là, quasiment. Voyez-vous, l'inculture, la sottise, la volonté de nuire, la calomnie, tout ça devrait, sur le plateau même de télévision, être rectifié. Et ça n'a pas été fait par le journaliste de CNews. Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon... Carrément, tu crois qu'il faut dire quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon? Ah oui, c'est obligé. Les autres partis de gauche, soit ils défendent pas Mélenchon, soit ils commencent toujours par quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est vrai, ils font ça. Donc, quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, il faut bien reconnaître qu'en ce moment, ça tape fort. Que pendant des heures, on nous insulte à la télévision, à la radio, dans la presse, en nous accusant, en nous soupçonnons d'antisémitisme, sans que personne soit capable de citer un seul mot, une seule parole qui aille dans ce sens. Depuis le 7 octobre, ce qui pose problème, c'est le soutien à la cause palestinienne. C'est ce soutien qui est criminalisé. Et ils l'ont transformé non pas en un point de vue politique qu'ils combattent, mais ils l'ont transformé en un point de vue délictueux. Et ça, c'est insupportable. Il n'y a plus de débat possible dans ces conditions en France. Oui, je suis pour le cessez-le-feu à Gaza. Oui, je suis pour 2 États et rien ne me fera taire. Non mais c'est ça qui est incroyable, c'est que dès le début des problèmes à partir du 7 octobre, Mélenchon et la FI, c'était clair leur position. Cessez-le-feu, 2 États, voilà, dès le début. Et on va quand même le faire chier, et il a raison, on peut plus débattre dans ces conditions-là. Et c'est ce qu'ils veulent d'une certaine manière, c'est que si jamais on instrumentalise le conflit et les drames qu'il y a là-bas, et qu'on donne un point de vue qui n'est pas le leur, c'est ça le pire, à la FI, Rima Hassan et compagnie, on leur donne un point de vue apologie du terrorisme, bah tu peux plus débattre avec LFI, vu qu'ils font l'apologie du terrorisme, donc c'est mort, et ça c'est terrible. Alors là, vous vous demandez, mais pourquoi les insoumis se sont embarqués là-dedans? Ouais. Alors, plusieurs solutions. Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que tout ce qui est colonisation, destruction, massacre est en fait insupportable pour quiconque pense qu'une vie palestinienne est égale à une vie de n'importe quel autre humain? Non, ça doit pas être ça, c'est pas le style de la FI, tout ça. Hypothèse? Ou est-ce par clientélisme pour plaire à un électorat musulman des banlieues islamisées forcément antisémites? Vous noterez que dans les grands médias, il y a quand même une hypothèse qui revient plus souvent que les autres quand on parle de Mélenchon. Dans un virage qu'on peut appeler islamo-gauchiste, il a pris le parti de dire tout ce qu'il pouvait dire contre Israël. Mais lui, pareil, qu'est-ce qui m'énerve ce mec, putain. C'était lui là, c'était Barbier. C'était lui qui disait, il disait pas exactement ça, mais dans l'idée c'était ça. Aller sur le terrain, ça enlève une analyse à l'éditorialiste. Moi, je ne vais pas sur le terrain, ça déforme le propos. Mais nique ta race, putain. Et le pire, c'est que c'est à moi qu'on dit des trucs, que l'extrême droite et la droite, des fois, disent des trucs du genre ouais, sors de ta chambre, gna gna gna, t'as rien connu de la vie. Mais putain, mais lui, il a encore moins connu la vie que moi, qui est resté dans ces beaux quartiers là toute sa life. Et c'est à moi qu'on dit des trucs genre ouais, dans tes beaux quartiers, tu restes dans ta chambre. Je vis pas dans des beaux quartiers. Et je reste pas tout le temps dans ma chambre. Contrairement à lui qui reste dans son quartier de merde. J'aimerais bien avoir assez d'argent pour aller dans ce genre de quartier, mais même si j'avais l'argent, j'irais pas dans ces quartiers, putain. Moi, en vrai, je pense, premier degré, que les insoumis, c'est les deux en fait. C'est par conviction qui défendent la Palestine, qui font des trucs antiracistes et tout, et un petit peu par clientélisme, évidemment, mais comme tous les partis le font en fait. Et si jamais tu fais ce procès d'intention à LFI de faire du clientélisme, tu dois le faire à tout le monde. Parce que quand les républicains, ils parlent de certains trucs qu'ils veulent faire, genre par rapport aux classes moyennes, par rapport aux impôts, etc., c'est du clientélisme pour leur électorat. Quand les reconquêtes, ils disent tech raciste sur tech raciste, c'est du clientélisme pour leur électorat raciste, etc., etc. Et c'est comme ça dans tous les partis. Et c'est logique que tu fasses un minimum de clientélisme. Après, LFI, c'est comme tous les autres partis. C'est du clientélisme, mais sur une base sincère. Il y a une vraie base antiraciste, il y a une vraie base anticapitaliste, etc. chez LFI. Après, c'est aussi du clientélisme, mais faut arrêter de croire que les cités, c'est islamisé à mort, faut arrêter de croire que les cités, c'est terroriste à mort, etc. Moi, j'y ai été en cité, plus que. J'ai fait toute ma scolarité, quasiment toute ma scolarité en ZEP. J'ai vécu à Mantes-la-Jolie quasiment toute ma vie, et j'ai énormément traîné à Aubervilliers
quand j'étais plus jeune. Et je suis désolé, mais non, l'islamisation, que dalle. Là, vraiment, il y en a peut-être, hein, évidemment, mais comme partout. Mais dans ce cas-là, tu peux dire qu'il y a des chrétiens extrémistes dans certaines campagnes. Tu vois, c'est aussi con de dire que tous les chrétiens de campagne sont extrémistes, extrême droite, que de dire que tous les musulmans de cité sont islamistes. Dans les deux cas, c'est débile, vraiment. Petite anecdote d'ailleurs que j'aime bien ressortir. Une fois, j'étais à Aubervilliers avec mon meilleur ami, on croise un pote à lui qui était avec 7 autres mecs, que des wesh. Mais quand je te dis des wesh, tu vois le cliché du wesh? Vraiment ça. Nous, on était alcoolisés avec mon pote et eux, ils étaient sous winge. Tu vois, vraiment deux énormes clichés. Moi, j'étais en mode cheveux longs, habillé en noir, t-shirt Iron Maiden, genre de truc, tu vois, vraiment en mode hard rock. Et mon pote aussi. Et eux, ils étaient vraiment en mode baggy, wesh, ce que tu veux. Et pendant que mon pote, il parlait avec son pote, moi, je me suis retrouvé tout seul avec les 7 gars de cité, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Non, ils m'ont pas dépouillé. Non, ils m'ont pas insulté. Non, on est resté pendant plusieurs heures à parler religion en cercle. J'étais le seul qui était athée, ils étaient tous musulmans. Et on a parlé religion, on a parlé de nos points de vue. Et il y a eu 0 problème. Ok? Il y en a eu 0. Je disais que je croyais pas en Dieu, que j'essayais de comprendre leur délire, ils essayaient de comprendre le mien, et c'était vachement enrichissant. Et je suis désolé, mais il y avait moins d'a priori, et il y avait plus de débats, et il y avait une meilleure tolérance que lui. Donc désolé, mais non, les cités, c'est pas islamisé, au bout d'un, faut arrêter. Et puis même s'ils ont une religion, ça veut pas dire qu'ils sont extrémistes. C'est terrible de devoir rappeler que être musulman ne veut pas dire être islamiste radical. Après, il y a des problèmes des fois, hein. Attention, il y en a, évidemment. Je veux dire, je me suis déjà fait raqueter, je me suis déjà fait tabasser, voilà, tout ça, normal. Mais comme tu peux te faire raqueter et tabasser en province et autre part, tu vois. Et c'est pas parce qu'ils sont noirs ou arabes le problème, c'est pas parce qu'ils sont musulmans. C'est parce qu'ils vivent dans des conditions précaires, c'est parce que ils sont parqués dans des cités, c'est parce qu'il y a du racisme ambiant, c'est... Enfin, merde, mais putain, mais reprenez la phrase de l'abbé Pierre, c'est juste logique. Les désespérés qui prennent les armes... Il a pris le parti de dire tout ce qu'il pouvait dire contre Israël. Mais oui, mais le vote des musulmans, enfin, ça va pas suffire pour gagner l'élection là. Parce que si Mélenchon, en 2027, il se retrouve face à Marine Le Pen au second tour, dans un pays à ce point raciste, ça va pas passer, hein. Non, mais il a un plan. Christophe Barbier, il a tout compris, il a analysé ce plan. Évidemment, il sait qu'il sera battu parce que les retraités, les plus âgés, les gens raisonnables... Les gens raisonnables, parce que oui, il faut être raisonnable. Les gens raisonnables préféreront voter Marine Le Pen plutôt que Jean-Luc Mélenchon. Putain, mais vous vous rendez compte? Le mec est censé être éditorialiste, il est censé être un minimum, je sais pas, neutre. Enfin... Crary neutre, tu vois. Enfin, je sais pas, pour moi, ce mec, normalement, c'était censé être un macroniste à la con. On en est là, quoi. Waouh, c'était il y a longtemps, le barrage républicain. Maintenant, quand on est raisonnable, quand on est dans le camp de la raison, on vote Le Pen. Ouais, c'est chaud, hein. C'est ça. C'est où, 2002? C'était il y a combien de temps, 2002? C'était il y a 22 ans, c'était il y a pas si longtemps, merde. Putain, c'est un truc de fou. Même moi, je m'en rappelle. J'étais jeune, j'avais quoi, 9 ans. J'avais 9 ans en 2002. Même moi, je me rappelle à quel point c'était chaud, à quel point tous les adultes étaient en panique et à quel point fallait absolument pas que l'autre connard là il passe. Et là, maintenant, être raisonnable, c'est voter Marine Le Pen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays en 20 ans? Enfin, si on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé, une extrême droitisation, les années Sarko, les années Hollande, Macron qui a remis une pièce dans la machine et en plus la crise qui a pas aidé, on le sait tout ça. Et ça sans parler des actes terroristes évidemment qui a eu lieu, que ce soit aux États-Unis en septembre 2001 ou que ce soit Charlie Hebdo, Hypercacher, tout ça. Évidemment ça a pas aidé. Mais du coup, c'est quoi le plan là? Parce que là, dans ce plan là, on perd là. C'est quoi du coup le plan secret de Mélenchon, de l'infâme Mélenchon? Décrypte-nous Mélenchon, Barbier. Et comme au deuxième tour on élimine, eh bien ça fera la victoire de Marine Le Pen, mais il pense que cette victoire aura une vertu. C'est de dresser d'un seul coup une force révolutionnaire issue en partie d'une avant-garde estudiantine, militante, mais en grande partie de ces nouveaux prolétaires délaissés que sont les populations pauvres et déracinées des banlieues de l'islam. Des banlieues de l'islam. Mais putain, mais t'es jamais allé en banlieue de ta vie, toi. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que la seule banlieue où t'es allé, c'est à Neuilly, mon frérot. C'est sûr. Et c'est quoi ce plan en carton? Non mais c'est quoi ce plan nul à chier qui donne à Mélenchon? C'est naze comme plan, putain. T'imagines ton plan, c'est faire en sorte de remplacer ton prolétariat de base par un prolétariat islamiste. Déjà, c'est complètement con. Mais bon, admettons. Donc le plan, selon Barbier, le plan de Mélenchon, c'est on remplace le prolétariat qui a été à l'extrême droite par les banlieues. Bon, pour l'instant, c'est pas déconnant comme plan, en vrai. Bon,
Même si, pour de vrai, en fait, les insoumis, ils veulent à la fois récupérer les prolétaires vers eux et les banlieues, bref, toutes les personnes défavorisées, parce que, surprise, il y a beaucoup de prolos en banlieue aussi. Donc le plan, c'est ça. Et ensuite, perdre au deuxième tour, qui est mal connaître Mélenchon, de vouloir perdre au deuxième tour, pour ensuite faire une révolution avec les banlieues de l'islam. C'est complètement con. Ce plan est débile. Je sais même pas quel argument donner, tellement le plan, il est con en soi. Établir la révolution par la rue, puisque lui n'y arrivera pas par les urnes. Ah, on y est, la fameuse guerre civile, vous connaissez le refrain. Et surtout que, en plus on le sait, la fameuse guerre civile, on sait très bien que c'est pas la gauche qui la veut. Enfin, une partie de la gauche la veut, après attention, c'est vrai. Dans les ultras, dans les extrêmes gauches radicales ou même les anards, il y en a ils veulent la révolution, le grand soir, tout ça, ouais, d'accord. Mais c'est pas une majorité. On sait très bien que c'est pas la gauche et l'extrême gauche qui veulent plus la guerre civile. On sait très bien que c'est l'extrême droite. Eux, ils prennent l'exemple de Twitter. Mais vas-y, reprenons l'exemple de Twitter, pas de souci. On prend l'exemple de Twitter, de Facebook. Je vois beaucoup plus de gens qui appellent à la lutte armée dans l'extrême droite que chez tous les autres partis réunis, tu vois. Qu'au bout d'un moment, faut arrêter de dire que c'est la gauche qui veut la lutte armée. La guerre civile raciale et la prise du pouvoir par la force. Bon, ça y est, tout le monde a vu Dune, c'est plus clair. Voilà, le plan de Jean-Luc pour battre les méchants, pour battre les bourgeois et leurs flics, c'est d'aller recruter des hordes de militants fanatiques, d'aller les recruter dans les quartiers populaires arabisants. C'est en tout cas la prophétie de Christophe Barbier. Et vous me dites les cités populaires pour une raison bien précise. C'est parce que vous n'osez pas dire ni assumer votre islamophobie fondamentale. C'est-à-dire que vous pensez quartier populaire égale musulman, musulman égale antisémite. Ça prouve que vous ne connaissez rien à l'islam, ce qui ne nous étonne pas, mais deuxièmement que vous ne nous connaissez pas. Et troisièmement qu'ils y connaisseraient en quartier populaire, parce que dans les quartiers populaires, il n'y a pas que de l'islam. Il n'y a pas que des musulmans, il n'y a pas que des arabes et il n'y a pas que des noirs. Et d'ailleurs, spoiler, tous les noirs ne sont pas... Et tous les arabes non plus, mais bon, ce serait trop long à leur expliquer pour les arabes. Tous les arabes et tous les noirs ne sont pas musulmans, et il y a même pas mal de noirs chrétiens, parce que la colonisation. Regarde, par exemple, Thomas Nigel, il est chrétien. Puis je suis désolé, mais dans les quartiers populaires, il y a pas mal de portugais, il y a pas mal d'italiens, il y a pas mal d'espagnols, il y a pas mal de français aussi. D'ailleurs, la plupart des gens dans ces quartiers sont français. Même s'ils sont noirs, arabes ou ce que tu veux, ils sont français. Ce qui est fou, c'est que l'hypothèse selon laquelle les insoumis seraient républicains, seraient pour davantage d'égalité, seraient pour la justice, et le tout dans le respect des lois, cette hypothèse a été balayée depuis longtemps. Elle paraît même naïve. Mélenchon a forcément des intentions cachées, comme Rima Hassan. Peu importe ce que disent ces deux-là, ils mentent. Il faut aller dire à la télé et à la radio ce qu'ils pensent vraiment. Il faut exposer leurs plans secrets, même si ce ne sont que des élucubrations basées sur rien de concret. Il veut que ce second tour, Le Pen-Mélenchon en 2027, donne une élection totale de Le Pen, une vague lepéniste aux législatives, mais que ça provoque un choc, un électrochoc dans la société et qu'on voit la France des banlieues attaquer la France des centres-villes, bourgeois, des retraités qui auront voté Le Pen. Mais je vois vraiment pas dans quel monde on peut penser que ça, c'est un vrai plan de Mélenchon, vraiment. À moins que vraiment tu te biberonnes à CNews, Sud Radio, à BFM TV et tout, H24, il suffit juste d'écouter Mélenchon 2 secondes pour voir que non, en fait. Et peut-être qu'il ment, ouais, d'accord, peut-être qu'il ment, ouais. Mais il suffit de voir les actes aussi, enfin, je sais pas, le programme, les actes, tout ça, je veux dire, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Attaquer la France des centres-villes, bourgeois, des retraités qui auront voté Le Pen. D'ailleurs, je viens de penser à un truc, là, il parle de... il dit quoi, là, Barbier? Les centres-villes bourgeois. Alors, faudrait savoir, parce que un coup, on nous dit que l'électorat LFI, c'est que les centres-villes bourgeois bobo-gauchias, et un coup, on nous dit que les centres-villes bourgeois, en fait, ils votent Le Pen. Faudrait savoir, au bout d'un moment, votre manipulation, votre mensonge, messieurs, désolé, mais au bout d'un moment, c'est incohérent. Mais bon, vous n'êtes plus à une incohérence près, qu'elle soit politique ou dans votre discours. Tout fonctionne ensemble. Les préjugés racistes sur les banlieues, les préjugés sur les insoumis, il reste plus qu'à marteler ça jusqu'à ce que ça rentre dans le crâne des gens. Et le pire, c'est que ça marche. C'est que, à force de marteler ça, les gens, ils sont persuadés, même les gens de bonne foi, même des gens de gauche. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à force de marteler tout ça, ouais, ils finissent par penser que Mélenchon, c'est un Che Guevara qui veut, une espèce de graine de dictateur qui veut pousser les banlieues à tuer des gens. Je sais rien, leur connerie. Je suis fatigué, patron. Enfin, pas de tous les gens, mais en tout cas, par exemple, chez ceux qui écoutent RMC et qui appellent au standard, on voit que si, ça a bien pénétré quand même. Tout est déguisé chez eux. C'est des antisémites. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu.
et se déguisent ça en s'ils le sont, ils seront condamnés par la loi. Mais oui, il faut oui, pas... et d'ailleurs, je vais vous dire... Non, c'est pas le fait de l'être qui est condamnable, c'est le fait de l'exprimer. Pardon, mais tu peux pas sonder les âmes. Tu peux pas sonder les âmes et savoir ce qu'il y a chez les gens. Non, mais l'histoire de la loi, c'est facile. Oui, mais il faut rester sur la loi. Si on commence à dire « oui, je te vois, j'ai l'impression que... » etc. Alors à ce moment-là, Marine Le Pen qui ne tient aucun propos raciste... Quoi ? Marine Le Pen qui tient aucun propos raciste ? Mais frérot, quoi ? Putain, mais il suffit d'écouter Marine Le Pen depuis qu'elle a commencé la politique. C'est un délire. Alors que récemment, Marine Le Pen est allée à Mayotte pour dire... oulala, ils ont de la chance, Gaza, comparé à vous. Bon, ça, c'est pas raciste, mais ça reste une énorme dinguerie. Et elle, on va pas la faire chier pour ce genre de truc, t'inquiète pas. C'est absurde de ouf. En plus d'être con et horrible. C'est n'importe quoi. La fenêtre d'Overton a été tellement fracassée qu'il y a des gens sur un plateau télé qui peuvent dire ça sans trembler des genoux. Le RN n'est pas un parti raciste. Mais le RN n'est pas un parti raciste. Bah, bien sûr, ça a été fondé par des nazis. Leur électorat, ça a été prouvé plus d'une fois que leur électorat et leurs députés, il y avait pas mal de nazis, de néo-nazis. Ça a été prouvé plus d'une fois qu'ils ont des relations avec la GUD, qui on se rappelle est un parti, enfin pas un parti mais un mouvement d'extrême droite, radical et raciste. Il y a plein de preuves. Mais sinon non, attends. Par contre, LFI, eux, ils sont ambigus dans leurs propos. Donc forcément, ils sont pour les islamistes. Vous voyez, ce 2 poids 2 mesures, c'est insupportable. Ok, allons-y alors. Allons-y, je suis d'accord. Le RN n'est pas un parti Mélenchon n'est pas antisémite, Marine Le Pen n'est pas raciste. Et ben voilà, c'est réglé. Si Zora Bittan, elle est persuadée que Mélenchon est antisémite, ça veut dire qu'elle sait que Marine Le Pen est raciste. Parce que là, oui, je veux bien faire semblant que Mélenchon n'a rien contre les juifs, mais alors vous devrez tous faire semblant que Marine Le Pen n'est pas une raciste, qu'elle n'a pas un parti de racistes fondé par des racistes, avec des militants racistes et un gros daron raciste, tout le monde fait semblant. Non mais c'est ça. C'est que eux, il y a des preuves. Il y a des preuves depuis la création du parti que c'est des gros racistes. Mélenchon et les Insoumis, c'est juste de l'ambiguïté. Tout le monde fait déjà bien semblant, je trouve, moi. Oui, alors je suis un peu perdu là, mais oui, je crois, oui. En tout cas, les médias qui ont choisi de taper sur Rima Hassan font un beau cadeau à la mère Le Pen. D'ailleurs, ils se permettent même de lui demander son avis sur les tweets de la candidate insoumise. Genre maintenant, c'est une experte pour débusquer le racisme et l'antisémitisme. C'est incroyable. Dont le moins qu'on puisse dire, c'est que les positions qui visent à la disparition de l'État d'Israël sont potentiellement condamnables. D'accord ? Pénalement. Bon, c'est peut-être ça qu'il aurait fallu faire d'ailleurs. C'est poursuivre le tweet qu'elle a fait et la faire condamner pénalement. Toi, faudrait être condamné pour pas mal de choses alors, frérotte. Parce que niveau dinguerie, on est pas mal avec toi. Faudrait être condamné sur pas mal de trucs. Les macronistes, bien évidemment, mais même certains alliés des Insoumis, comme le socialiste Jérôme Guedj, qui, au moment où il est question d'interdire un meeting de Mélenchon et Hassan, choisit de hurler avec les loups. Ça, c'est un truc qui est énervant, c'est que moi, perso, j'étais l'un de ceux qui était chaud de ouf pour la NUPES. Et j'étais l'un de ceux qui était en mode, ok, d'accord, je veux bien redonner une chance au Parti Socialiste. Ok, pourquoi pas. Olivier Faure, il avait l'air, si ce n'est sincère, au moins de vouloir tenir bon cette ligne de coalition. Et même si Roussel, dès le début, il était de mauvaise foi, pourquoi pas. Mais vous voyez, c'est pour ce genre de truc qu'on peut pas faire confiance aux socialistes. C'est pour ce genre de truc, en fait. Et qu'on peut pas totalement faire confiance aux Verts non plus. C'est parce que dès que ça devient un peu chaud, ils se débinent, ils rentrent dans le rang. Et c'est exactement ça, en fait, le problème. C'est que si jamais ils tenaient bon sur des positions antiracistes, ce qui devrait être la base de la gauche quand même, désolé, mais c'est l'une des bases, l'antiracisme à gauche normalement, avec l'anticapitalisme, etc. S'ils tenaient cette base, moi je leur ferais déjà plus confiance. Mais le problème c'est qu'ils nous donnent aucune raison de leur faire confiance. Le problème, c'est un logo, un tout petit logo sur l'affiche. À droite de cette affiche pour ce meeting, il y a un petit logo où il y a écrit Palestine libre. Voilà. Et Palestine libre, il y a une carte. En réalité, une carte d'Israël avec écrit dessus Palestine libre. Donc, vous voyez, quand on a des gens qui continuent volonté de rayer Israël de la écoutez, carte. Moi, je suis pas parano, mais quand même. Si, t'es parano, frérot, t'es parano, parce que, excuse-moi, mais c'est une carte de la Palestine, quoi, déjà. Et pour un petit logo de merde, quoi, on va leur casser les couilles pour ça, c'est incroyable. Donc voilà, lui aussi le dit, il dit comme Pascal Praud, il dit comme Sonia De Villers, il dit que la Palestine libre, ça veut forcément dire l'éradication de l'État d'Israël, et pourquoi pas le massacre des Juifs. Ou alors à l'inverse, c'est parce que lui aussi le dit, en plus des macronistes et de l'extrême droite, que l'hypothèse devient crédible pour quelqu'un comme Sonia De Villers de France Inter. Et c'est pour ça d'ailleurs que Mélenchon, qui connaît Jérôme Guedj depuis des décennies, lui en veut particulièrement. Et ça, ils ont raison à ce niveau-là, c'est que c'est un serpent qui se bouffe la queue en fait. C'est qu'on est arrivé à une telle extrémisation du pays, que ce soit médiatiquement, politiquement et tout, une telle méfiance envers l'antiracisme et un racisme décomplexé ambiant, on en est tellement à là que du coup,
En fait, il y a l'extrême droite qui va dire un truc, les médias vont relayer, ensuite la Macronie va relayer, et les partis de gauche SOSDEM molle, pour pas se faire traiter d'islamistes ou ce que tu veux, ils vont relayer aussi, ce qui apporte une certaine crédibilité pour une frange de la population qui pense de bonne foi que le Parti Socialiste, les Verts, etc., c'est la gauche. Et on en arrive à des trucs comme ça, et à des gens qui croient que LFI, Rima Hassan, ce que tu veux, ils sont antisémites. Et de bonne foi en plus, hein, c'est ça le pire. C'est qu'il y a des gens vraiment de bonne foi qui pensent ça. Mais si c'était pas ça, ce serait autre chose. Par exemple, ce président d'université qui a finalement fait annuler la conférence la semaine dernière, Jean-Luc, il a comparé son manque de courage, sa servilité, son obéissance pleutre à celle des fonctionnaires français qui s'étaient contentés d'obéir aux ordres sous l'occupation. Il s'est référé à Hannah Arendt, à la banalité du mal, il a évoqué Eichmann. On vous remet l'extrait. Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme, ce que je veux bien croire. Mais à l'instant où il avait à décider, il était le président d'une université, c'est-à-dire d'un lieu de la liberté de l'esprit, où il faut, quoi qu'il en coûte, tenir bon pour la liberté. Bon, quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon... Ah oui, non, là, vaut mieux, oui, là, faut le mettre, là, j'avoue. Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon et de sa comparaison, à la suite de cette déclaration, il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux, c'est qu'il n'était plus question que de ça. Cette petite phrase sur Eichmann. Et ça, c'est tout le problème. Il va faire une phrase, on va lui casser les couilles juste sur cette phrase, par contre, tout le reste du discours, on s'en bat les couilles. Sur les plateaux, on faisait à peine semblant de s'inquiéter de l'annulation d'un meeting de la principale force d'opposition de gauche de ce pays, et de ce qu'elle avait de scandaleux. Le sujet, c'était devenu la phrase de Mélenchon, et tout le monde s'est mis à faire semblant d'avoir lu Hannah Arendt. Et il a dit, en citant les travaux de Hannah Arendt, il a alerté sur le fait que parfois, par respect des ordres qui sont donnés, on accepte petit à petit des remises en cause de libertés fondamentales. Voilà, la question c'est est-ce que cette comparaison avait lieu d'être ? Et qu'il faut le refuser. Bah oui, puisqu'on est précisément dans une situation dans laquelle vous avez un président d'université qui, sous la pression des oppositions politiques, décide d'empêcher une formation politique d'opposition de pouvoir s'exprimer. Non, je dis pas que c'est maladroit, je dis que c'est scandaleux de nous avoir empêchés de tenir cette conférence et que ça devrait alerter tous les démocrates dans ce pays. Non mais c'est ça aussi, mais ça je suis totalement d'accord avec eux. La phrase de Mélenchon, on en pense ce qu'on veut, mais on va plus casser les couilles pour cette phrase que pour la suppression d'un meeting. On va plus casser les couilles pour des ambiguïtés plutôt que pour un vrai recul de la démocratie qui est en train de se faire là réellement devant nous. Et ça par contre ça interroge pas, ça fait pas paniquer, on s'en bat les couilles. Bah oui, mais non, ça alerte personne. On en est rendu à un moment où on commence à se demander s'ils vont pas dissoudre la France insoumise en fait. Bah en même temps, s'ils sont antisémites, ils provoquent des troubles à l'ordre public, etc. Oui, à un moment la question elle va se poser. D'ailleurs vous avez vu depuis le 7 octobre, elle s'est déjà posée pour le NPA plusieurs fois. Est-ce qu'effectivement aujourd'hui il faut poser la question de la dissolution du NPA ? Est-ce qu'il faut interdire le NPA ? Écoutez, en tout cas, je pense que la question de sa dissolution se pose. Et puis, il faudrait pas oublier Révolution Permanente, une scission du NPA. Un de ses porte-parole, Anas Kazib, a lui aussi tenu des positions que n'approuve pas Christophe Barbier et qu'il se permet donc de déformer au point où ça en est même insultant, en fait. Je suis solidaire d'Anas Kazib qui est criminalisé pour son soutien à la Palestine. Oui, pas à la Palestine, oui. Au Hamas, aux attaques du 7 octobre terroristes, aux viols de femmes, aux assassinats, aux meurtres d'enfants. Il est solidaire de cela et vous êtes solidaire de lui. C'est bien ça que j'ai compris. Écoutez... Il n'y a plus de limite dans les mots choisis. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ah mais c'est un délire quoi. C'est un délire. Genre tu vas dire je suis contre la colonisation, je ne soutiens pas Israël. On va dire ah hey, tu soutiens les massacres, tu soutiens ça. C'est un délire. On en est là quoi. La gauche est totalement criminalisée. Alors à partir de là, oui, on convoque pour apologie du terrorisme, on convoque pour antisémitisme et personne ne réagit. C'est quoi la suite du coup ? Ce qu'on vit en ce moment, c'est une étrange défaite. Une défaite de la vérité, de la pensée, de l'honnêteté. Et les grands médias sont au cœur du problème. Vous l'avez vu, il y a un narratif raciste d'ailleurs. Et ce narratif, en effet, on le retrouve sur CNews, on le retrouve sur France Inter, France Info, partout en fait. C'est le récit dominant. Et ce récit, il est largement accompagné, voire devancé parfois par les journalistes. Les journalistes qui devraient pourtant nous aider à y voir plus clair. Et là, je voudrais vraiment finir là-dessus. Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon. Ah bah tu vois ? Ouais, mais là, c'est grave, faut vraiment le dire. Vraiment,
Quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il faut regarder à la loupe, c'est ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Ce sont les interdictions par les préfectures, par les universités. C'est ce climat de chasse aux sorcières, en fait, qui est hyper inquiétant pour la suite. Et c'est sur du Mélenchon et du Hannah Arendt qu'on va conclure cet épisode de Rhinocéros. Quoi qu'on pense de Rhinocéros. Et Hannah Arendt, elle explique ça, elle dit « Quand on ment tout le temps, on ne convainc pas les gens des mensonges, c'est pas vrai. Simplement, on les convainc que tout est un mensonge. Et si tout est un mensonge, alors on ne peut plus penser, puisqu'on n'entend qu'une seule voix, la voix du mensonge, et que les mots sont travestis. » Allez, on lâche rien, ni la lutte, ni l'espoir, ni la démocratie, ni la critique des médias, parce qu'elle est essentielle, surtout quand, comme en ce moment, tout part en rhinocéros comme ça, là. À dimanche prochain. C'était super cool. Badant, hein, mais bon, d'un côté c'est Rhinocéros, donc c'est badant. Allez, petit like. Sinon, super cool, hein, j'ai envie de dire. Très bien traité le sujet. Et c'est ça aussi, et je suis extrêmement d'accord avec leurs conclusions. Parce que là où avant, il y a quelques années, avant Macron, et même au début d'Hollande, c'était encore comme ça, mais petit à petit avec Hollande, c'est parti en couille. Mais là, ce qui se passe par rapport aux accusations sur LFI, sur Rima Hassan, sur Mélenchon, tout ça, ça serait jamais passé avant. Cette espèce de chasse aux sorcières, cette espèce de déformation de la réalité, quoi qu'on pense de Mélenchon, elle aurait jamais pu passer avant. Comme le fait que le cordon républicain y tenait avant. Comme le fait que avant, si jamais il y avait au deuxième tour d'une élection, des élections des députés, si jamais au deuxième tour il y avait le FN contre n'importe qui, tout le monde appelait à voter n'importe qui d'autre que le FN. Avant c'était ça. C'était censé être ça en fait, le cordon républicain. Et là c'est plus le cas. Et c'est ultra inquiétant en fait. C'est ultra inquiétant pour la suite, c'est ultra inquiétant pour la démocratie. Et surtout en fait, si LFI s'écroule, c'est ça qui est d'autant plus inquiétant, c'est que si LFI s'écroule, il y aura qui du coup pour un niveau aussi haut, je veux dire un niveau d'intention de vote et de vote aussi solide, il y aura qui pour défendre les racisés, il y aura qui pour défendre réellement le prolétariat, parce que bon... le RN, ils disent qu'ils sont pour le prolétariat, mais on sait tous que, vas-y, quand tu vois leur vote à l'Assemblée, qui sont juste pas pour le prolétariat, je veux dire, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, ils ont voté contre des trucs pour le RSA, ils ont voté pour des trucs qui niquaient le RSA, etc. Bref, tout le vote, toutes les réelles actions du RN montrent qu'ils sont pas pour le prolétariat. Mais si LFI y tombe, que ce soit parce que on réussit à les interdire, que ce soit parce que les éléments de langage, à force de les marteler, les gens finissent par plus voter pour eux parce que ça marche, il restera qui pour vraiment se rebeller contre ce système qui est de plus en plus en roue libre, de plus en plus détraqué? C'est juste flippant. C'est pour ça qu'il faut continuer à se mobiliser, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à lutter, c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à ne pas oublier le passé, ne pas oublier les réelles déclarations des gens et se renseigner et partager quoi. La révolution permanente comme on dit, exactement. Moi de toute façon je suis du genre à ne pas croire au grand soir, hein, clairement. Et même si le grand soir il arrive, je pense pas qu'il sera pour les pauvres. Parce que d'ailleurs je vous conseille l'excellente vidéo du Tropper là-dessus sur la révolution. On enlève une bourgeoisie pour en mettre une autre en fait. Ça a toujours été comme ça et malheureusement je sais pas si un jour ça changera. Par contre ce que je sais c'est que y a des bastions, il y a des positions à défendre et que petit à petit ils essayent de nous enlever d'enlever des droits, ils essayent de faire pousser des éléments de langage comme du bon sens, comme de la réalité, alors que bon, que dalle. Et ça fait flipper tout ça, mais bon, faut tenir bon, faut qu'on tienne bon tout simplement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, ce live est à présent terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Tout va très bien, où on parle d'une chaîne d'édito, actualité politique. N'hésitez pas à vous abonner à Blazy, ma chaîne pop culture. Et n'hésitez pas à vous abonner à Blazy, Rediff, TVTB. Et évidemment, le Twitter, Blazy ou le Twitter, Tout va très bien, ça fait plaisir. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee ou Patreon, ça fait plaisir. Et merci à celles et ceux qui le font. En tout cas, est-ce que les médias sont de droite ou de gauche? Ça, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que leurs opinions, elles vont plus dans un sens que dans un autre. Allez, en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /un seul autre espace-temps.